Bonjour les élèves et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous êtes toujours confinés? Ça va vite me fatiguer ce truc. Aujourd'hui on va discuter météo pour la deuxième fois et on va s'intéresser à tous les climats qui existent sur Terre. Pour cela on va avoir besoin de nos connaissances sur les masses d'air et leur densité, les dépressions, les changements d'état et les vents. Si vous débarquez dans cette vidéo sans rien y connaître, je vous conseille d'abord de regarder cette vidéo parce que sinon vous risquez de ressembler à ceci. Mais de quoi il parle? Oh, je comprends rien. Oh là là. Comment je suis largué? J'ai mangé quoi ce matin? On est dans quel cours? 16, 17, 18! C'est moi qui sens comme ça? 18 taches au plafond en fait. Pour commencer, nous allons reprendre nos cellules de convection et nous allons nous intéresser d'abord à ce qu'il se passe à l'équateur. Et pourquoi nous avons de telles jungles tropicales? À l'équateur, on observe que les masses d'air chaude s'élèvent en altitude et cela crée une dépression près du sol. Mais c'est toujours mieux avec une expérience. Pour créer une dépression, je vous rappelle qu'il faut une source de chaleur. À l'équateur, ce sera les rayons du soleil. Nous, dans notre expérience, ce sera la plaque de cuisson sous la casserole. Lorsqu'il fait chaud, l'eau se met à bouillir, elle s'évapore, et dans l'air, la vapeur d'eau est chaude, humide, et elle monte en altitude, et se refroidit. Monsieur, pourquoi ça refroidit en altitude? Parce qu'au sommet de l'atmosphère, les gaz sont plus éparpillés, ils retiennent moins bien la chaleur, il fait plus froid. Ici, le sommet de l'atmosphère, c'est ce pain de glace. Et ce que l'on observe, c'est qu'au sommet de l'atmosphère, il y a des gouttelettes liquides en suspension qui se forment. Regardez! Que s'est-il passé? La vapeur d'eau chaude et humide qui est dans l'air, en montant dans l'atmosphère, va refroidir, se liquéfier, c'est-à-dire qu'elle va se changer en fines gouttelettes liquides en suspension. Ce sont les nuages. En réalité, les scientifiques se sont rendus compte qu'il n'y a pas que des gouttelettes d'eau liquide dans les nuages. Il y a aussi des cristaux de glace et des poussières. Et elles vont être très importantes. Que se passe-t-il dans un nuage? Vous avez ici des poussières microscopiques et des gouttelettes liquides en suspension qui sont de taille microscopique aussi. La preuve, vous avez ici à l'échelle un grain de riz. Plus la vapeur d'eau et les gouttelettes liquides vont s'accumuler dans ce nuage, les gouttelettes liquides en suspension vont progressivement s'agglomérer autour des grains de poussière. Plus il y aura de gouttelettes de pluie, plus les gouttes vont grossir autour des grains de poussière. À un moment, elles seront suffisamment lourdes pour se faire attirer par la gravité. Elles tomberont. C'est ce qu'on appelle la pluie. D'ailleurs, les plus grosses gouttes de pluie qui tombent des nuages mettent en moyenne 4 minutes pour atteindre le sol. 4 minutes de chute libre, puis s'écraser. Donc si on résume, à l'équateur, il y a des zones de dépression. L'air chaud monte en altitude, la vapeur d'eau va refroidir au sommet de l'atmosphère, elle va se liquéfier, c'est-à-dire que la vapeur d'eau va se changer en gouttelettes liquides d'eau en suspension, ce sont les nuages, et lorsque les gouttelettes d'eau vont être suffisamment grosses, elles vont retomber au niveau du sol. C'est pour ça que dans les zones de dépression, il y a énormément de pluie. Elles vont être bien nos petites plantes avec autant de flotte, hein? Mais il y a plus impressionnant. Dans ces zones de dépression, on peut observer ce genre de nuages. C'est la peur bleue des navigateurs. Le poteau noir. C'est une zone très dangereuse pour les bateaux qui est située dans l'océan Atlantique, proche de l'équateur, à la rencontre entre les alizés qui viennent de l'hémisphère nord et les alizés qui viennent de l'hémisphère sud. À cet endroit, soit il n'y a pas de vent, ils peuvent plus avancer. Soit il rencontre un cumulonimbus de plus de 15 km de haut, tellement haut que la lumière n'arrive même plus à le traverser et il apparaît tout noir à sa base. À l'intérieur, c'est des vents violents, c'est des orages, c'est des pluies torrentielles. Ils prennent grave cher. Mis à part le poteau noir, dans les zones de dépression, nous trouvons aussi de gentils petits cyclones. Monsieur, moi j'ai vu à la télé que les cyclones, ils tournent toujours dans le même sens dans l'hémisphère nord. Et oui, les cyclones se forment en se chargeant d'humidité en passant au-dessus des océans chauds à la fin de l'été. Et ils tournent toujours dans le même sens à cause de notre ami Coriolis. Rappelez-vous, nous avions vu qu'avec la rotation de la Terre, les vents sont déviés vers leur droite dans l'hémisphère nord et vers leur gauche dans l'hémisphère sud. Regardons notre dépression ou notre cyclone vu du dessus. Au niveau d'une dépression, les vents sont aspirés vers le centre de la dépression, puis remontent dans l'atmosphère. Avec la force de Coriolis, ces vents sont déviés vers leur droite. Nous obtenons donc ceci. Comme les vents sont tous déviés vers leur droite uniquement dans l'hémisphère nord, on se rend compte que les vents tournent ainsi dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, tout en remontant dans l'atmosphère. Cela fait donc une spirale qui remonte. Et ce sera l'inverse dans l'hémisphère sud.
Sur cette carte, vous avez le trajet de tous les cyclones de ces dernières années. Et on se rend compte qu'ils sont tous localisés au même endroit. C'est normal, ce sont les zones de dépression avec de très fortes pluies. On comprend donc pourquoi dans ces zones, le climat est dit équatorial ou tropical. Un climat chaud et humide. Par contre, autre chose que l'on remarque sur les continents dans l'hémisphère nord et dans l'hémisphère sud, ce sont ces déserts. Mais intéressons-nous maintenant à tous ces déserts. Ce que l'on voit, c'est que sur notre carte, les zones de désert correspondent aux zones d'anticyclones. Monsieur, mais pourquoi les cyclones, ils auraient pas le droit d'aller là-bas, hein? C'est pas que c'est interdit aux cyclones, c'est que cela fonctionne à l'inverse des cyclones, ou de manière générale à l'inverse des dépressions. Dans ces zones, l'air est devenu très sec, et en plus il s'est refroidi. Cet air, qui était en altitude, va donc redescendre au niveau du sol parce qu'il est beaucoup plus dense. En redescendant, il augmente la pression. On dit que c'est une zone de haute pression. C'est pour ça qu'on a souvent l'impression que l'air est lourd. Ah monsieur, je suis pas d'accord avec vous, hein. À la télé, quand ils nous parlent de l'anticyclone des Açores, eh ben ils nous disent pas qu'il va faire froid, hein. Au contraire, à chaque fois on a méga chaud. Effectivement. Mais anticyclone ne veut pas dire froid glacial. En fait, c'est juste un tout petit peu plus froid que l'air ambiant autour. Un anticyclone, cela veut surtout dire que le temps est dégagé. Il n'y a pas de nuages. En été, il y a plus de soleil. Les rayons du soleil atteignent facilement la surface du sol. Il fait plus chaud. Alors qu'en hiver, il y a beaucoup moins de soleil. Le peu de rayons va atteindre la surface du sol, rebondir sur la neige et repartir s'échapper dans l'espace. Mais vu qu'il n'y a pas de nuages, ces rayons chauds ne pourront pas être retenus. Il fait donc plus froid. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'un anticyclone, c'est une masse d'air très sec qui va dissiper les nuages. Cela correspond donc toujours à une zone où il ne va pas pleuvoir, souvent pendant 10 jusqu'à 30 jours d'affilée. Ça correspond bien à nos zones désertiques climatiques. Monsieur, sur votre schéma là, au niveau des pôles, on voit que l'air il descend aussi. C'est-à-dire qu'au pôle, il y a aussi des anticyclones. Bien vu! Les pôles, en plus d'être froids, auront souvent un climat sec, comme au Groenland où l'anticyclone est quasi permanent. Et du coup, si on regarde la météo mondiale sur un an, là la vitesse elle est accélérée, on se rend bien compte que les nuages apparaissent toujours dans les zones de dépression, proches de l'équateur, et que ces nuages vont se dissiper, disparaître, dans les zones d'anticyclone, ce qui correspond à nos déserts. Mais monsieur, si on regarde en Europe, il y a plein de nuages là aussi. Est-ce qu'on serait dans une dépression de type équatorial? C'est vrai qu'en Europe ou en Amérique du Nord, c'est-à-dire entre 30 et 60 degrés de latitude, c'est quand même un beau bazar. Pour former des nuages, rappelons qu'il y a 3 possibilités. Soit la masse d'air chaude va être chauffée directement par le soleil, elle se réchauffe, monte dans l'atmosphère, se liquéfie et devient un nuage, c'est-à-dire des gouttelettes d'eau en suspension. Le deuxième moyen, c'est quand la masse d'air chaude est poussée sur les flancs d'une montagne. Pour contourner cette montagne, elle est obligée de continuer à monter en altitude. En altitude, elle se refroidit et elle se transforme en nuage. Le troisième moyen, enfin, c'est lorsqu'une masse d'air chaud rencontre une masse d'air froid. En se rencontrant, à votre avis, que va-t-il se passer? Il va m'interroger. J'ai rien compris à son explication. Souris. Y va. De toute façon, faisant semblant de tout comprendre, il va y voir que du feu. De l'air tiède. Et non, les masses d'air chaude et les masses d'air froide ne se mélangent pas. Elles vont former ce qu'on appelle une perturbation en s'enroulant l'une autour de l'autre. Vas-y, je savais bien qu'il était trop perturbé ce pays en ce moment. C'est ton numéro à toi qui est perturbé. Que se passe-t-il dans une perturbation? Dans cet aquarium, nous allons verser d'un côté de l'huile qui va représenter l'air chaud, et de l'autre côté, nous allons verser de l'eau bleue qui va représenter l'air froid. Lorsque l'air chaud et l'air froid se rapprochent, va se créer un front. L'huile, étant moins dense, va passer au-dessus de l'eau. C'est la même chose qu'il se passe dans l'atmosphère. L'air chaud moins dense va passer au-dessus de l'air froid et va se refroidir en hauteur. À la fin de l'expérience, nous observons que l'air chaud est passé par-dessus l'air froid plus dense. L'air chaud est donc obligé de s'élever en altitude. C'est ce qu'on appelle un front, c'est-à-dire la limite entre un air chaud et un air froid. C'est la même chose qu'il se passe dans l'atmosphère. L'air chaud se rapproche de l'air froid, l'air chaud étant moins dense, va passer par-dessus l'air froid et monter en altitude. En altitude, cet air chaud va se liquéfier
et devenir un nuage. Ce mécanisme va permettre de créer de petites perturbations qui seront toujours très localisées, dans des zones qui font quelques centaines de kilomètres, pas plus. Et elles seront aussi de très courte durée. De courte durée? Vous êtes sérieux là, monsieur? Vas-y, il pleut tout le temps ici. Non, mais je crois que le prof, il veut te dire que c'est toujours moins long qu'en Afrique, ou qu'en Inde par exemple, où la mousson, elle peut durer pendant des semaines entières. Ok, j'ai compris. Relativisons. On va dire qu'il pleut, allez, 3 fois par jour. Sous nos latitudes, il existe 2 types de perturbations. Les fronts chauds et les fronts froids. Commençons par les fronts chauds. Dans un front chaud, une masse d'air chaude va beaucoup plus vite qu'une masse d'air froide. Elle la rattrape et elle monte par-dessus. Au contact de l'air froid et en montant dans l'atmosphère, cet air chaud va se refroidir, se liquéfier, cela forme des nuages. Au début, ce sont des nuages très très fins. Mais plus la masse d'air chaude va monter, plus les nuages vont devenir épais, se densifier, jusqu'à arriver aux pluies. Si jamais les nuages ça vous intéresse, il y a un super site qu'on vous met aussi dans la description de la vidéo où vous pouvez apprendre à reconnaître les nuages pour anticiper la pluie et le beau temps. A l'inverse, dans un front froid, les masses d'air froide vont bien plus vite que les masses d'air chaude. Elles vont forcer ces masses d'air chaude à monter rapidement en altitude. Ces fronts froids sont plus difficiles à prévoir, car de lourds nuages vont très rapidement se former comme des cumulonimbus. Les mêmes qu'à l'équateur, mais en un peu plus petit. 12 km. C'est juste 2 fois et demi plus haut que le Mont Blanc. Les pluies seront très fortes, les vents seront très violents. Mais une fois que le front froid sera passé, les pluies vont progressivement diminuer en même temps que la taille des nuages se rétrécissent. Au final, on gardera uniquement de très jolis cirrus qui seront très hauts dans le ciel. Monsieur, les cirrus, ce sont des nuages les plus hauts en altitude et ils sont fabriqués que de cristaux de glace. Du coup, ils font jamais de pluie. Et les stratus, c'est les fines couches de brouillard qui sont très très bas et qui cachent tout le ciel et ça fait de la bruine. C'est une pluie qui est très fine et très régulière. Bah dites donc, mais comment tu sais ça toi? Parce que ça m'intéresse. Et même que chez moi, j'ai un baromètre, tu vois, et le baromètre, il me sert à prévoir quelques heures à l'avance. Dès qu'il va pleuvoir, je le sais, quoi. Un baromètre est très utile pour cela. Dans une masse d'air chaude, la pression du baromètre va diminuer. Alors que dans une masse d'air froide, la pression du baromètre va augmenter parce que la densité est plus importante. Il y a un satellite autour de la Terre, Météosat, qui va filmer en permanence la surface de la Terre et envoyer ces images aux météorologues pour qu'ils puissent les analyser. Analysons maintenant le cas de l'Europe. Faisons une pause et regardons cette perturbation. Nous allons l'analyser sous forme de schéma. Sur ce schéma, nous voyons bien le front chaud qui avance, poussé en arrière par le front froid. À travers toute la masse nuageuse, nous voyons que les précipitations sont vraiment très localisées. Maintenant, observons ce schéma en couple, 2 profils. Sur ce profil, on voit bien complètement à droite le front chaud, avec les nuages qui s'épaississent au fur et à mesure, les stratus bas au centre avec un petit peu de bruine, et à l'arrière, le front froid avec les nuages avec des pluies violentes qui vont s'affiner au fur et à mesure jusqu'à arriver au cirrus. Si on revient maintenant à notre image satellite, dans cette perturbation, on distingue bien le front chaud et le front froid, la masse nuageuse, et on devine maintenant comment les pluies se répartissent à l'intérieur. Il se prend pas un peu pour Monsieur Météo quand même, là? Grave. Mais pendant ce temps, on n'écrit pas. C'est plutôt cool. Tu veux des Pringles? En résumé, une dépression, c'est une masse d'air chaude qui monte en altitude, créant des nuages. Un anticyclone, c'est une descente d'air très sec qui va dissiper les nuages et augmenter la pression. Une perturbation, c'est la rencontre à la surface du sol d'une masse d'air froide et d'une masse d'air chaude. La masse d'air chaude, moins dense et plus humide, va être soulevée en altitude, créant des nuages et des pluies de plus courte durée et plus localisées qu'à l'équateur. Et si l'on met tout cela en lien avec nos climats, nous voyons qu'à l'équateur, les fortes dépressions vont former de gros nuages chargés de pluie qui vont créer un climat chaud et humide tropical. Cet air, ensuite, va refroidir et devenir plus sec en altitude. Il va donc redescendre près du sol, ce qui va augmenter la pression et dissiper les nuages. Ce sont nos anticyclones qui vont créer les climats arides, des déserts et aussi des pôles. Par contre, entre 30 et 60 degrés de latitude, c'est-à-dire en Europe, en Amérique du Nord, la rencontre entre l'air chaud de l'équateur et l'air froid des pôles va créer des perturbations avec des pluies qui vont être très fréquentes près des côtes. C'est le climat océanique. Par contre, en terrain continental, le climat sera très chaud l'été et très froid l'hiver.
Et le boulot des météorologues dans l'histoire, c'est d'anticiper ces pluies, ces sécheresses et même les fortes tempêtes. Tout ça en récoltant les données sur le terrain. Il y a quand même une station météo tous les 30 km en France. Ça fait plus de 500 stations pour qu'on ait une météo la plus précise possible le soir à 20h. Ah monsieur, mais alors du coup, comment ça se fait les tempêtes? Est-ce que c'est des trucs violents? Est-ce que ça peut nous soulever? Est-ce qu'on peut voler avec? On peut mourir? Trop cool. Pour les tempêtes, venez avec moi! Pour comprendre les tempêtes, il va falloir s'intéresser au relevé des baromètres dans toutes les stations météo de France. Dans une station météo, on va relever la pression. Ici, 1020 hectopascales. Si d'autres stations météorologiques enregistrent la même pression, nous pouvons les relier par une ligne isobare. C'est une ligne où la pression atmosphérique est toujours la même. En prenant les données d'autres stations météorologiques, on peut tracer d'autres lignes isobares. En récupérant les données de toutes les stations météo en France, on peut reconstituer toutes les lignes isobares. Tenez, ici à Londres et ici dans ces stations en France et en Italie, on a relevé la pression atmosphérique de 1013 hectopascales. Ici près de Brest, près de Rennes, Clermont-Ferrand, entre Nîmes et Valence, et à Perpignan, on a relevé la pression atmosphérique de 1005 hectopascales. Et dans toute cette zone du sud-ouest, toutes les stations ont retrouvé la pression atmosphérique de 990 hectopascales. Nous sommes donc bien ici dans une zone de dépression, la pression atmosphérique est plus basse, et dans cette zone, c'est un anticyclone, la pression y est plus forte. Mais rappelez-vous, les vents vont toujours des zones de forte pression vers les zones de faible pression, comme c'est le cas pour ce ballon. Et entre l'anticyclone et la dépression, plus l'écart de pression sera fort et plus les vents seront puissants. Ainsi, si notre ballon est très fortement gonflé, il ira beaucoup plus vite vers la zone de faible pression. Rajoutez à cela que les vents tournent avec la rotation de la Terre et vous obtenez une tempête super violente avec des pluies dans tous les sens. Et en Europe, le risque est très important. Mais monsieur, regardez là dans le coin de la vidéo, en haut à gauche, en Alaska. Là aussi, il y a des fortes tempêtes. Mais du coup, monsieur, là aussi, le risque, il est très élevé. Autant qu'en France, non? C'est vrai qu'en Alaska, il y a beaucoup de tempêtes. Mais on va dire qu'il y a un fort aléa. L'aléa, c'est la probabilité qu'un événement arrive. Par exemple, sur l'île de la Réunion, l'aléa d'une éruption volcanique est très important. Mais il ne faut pas prendre en compte uniquement l'aléa. Il faut aussi prendre en compte les enjeux. Les enjeux, ça va être le nombre de victimes ou le nombre de dégâts sur les bâtiments. Ainsi, sur l'île de la Réunion, en France, dans n'importe quelle grande ville, l'enjeu est important car la zone est très densément peuplée. Alors qu'en Alaska, il n'y a pas beaucoup d'habitants, l'enjeu n'est pas très fort. Donc même s'il y a un fort aléa, l'enjeu n'est pas fort, donc le risque est quasiment nul. En résumé, avec un fort aléa et un fort enjeu, le risque augmente. Ce sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si jamais vous avez des commentaires à faire, je vous en supplie, mettez-moi des critiques constructives. Cours Alexandre Dumas, un pour tous, tous pour...